Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va se faire une vidéo d'actualité à l'ancienne sur l'inflation et l'économie aux États-Unis, car ça fait partie du type de vidéo que vous m'avez demandé lors du dernier sondage, et l'objectif, c'est aussi clairement de faire des vidéos qui vous intéressent. On parlera donc en premier des derniers chiffres de l'inflation en mars 2023 et surtout de leur évolution encourageante, même s'il faut rester prudent. On parle ensuite des commentaires de la Banque centrale américaine qui commence enfin à voir une récession arriver. Cependant, je ne suis pas trop d'accord avec la façon dont il le présente, on en reparle. Et on finit avec l'impact de ces nouvelles sur mes investissements, s'il y en a. Comme d'habitude, vous avez le sommaire en description si besoin pour aller d'un chapitre à l'autre, car oui, j'ai bien conscience que votre temps est précieux. Et aussi, bonne nouvelle, la saison des résultats d'entreprise commence aux États-Unis, et donc on va certainement avoir des opportunités pour faire plus de vidéos d'analyse sur la chaîne, comme chaque trimestre. On passe maintenant sur mon écran. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai résumé dans une présentation les points les plus importants parce que j'ai eu plusieurs retours assez positifs sur ce type de présentation qui est un peu mieux organisé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Mais sachez que toutes ces informations, dans tous les cas, viennent des sites américains. Notamment, vous avez le dernier press release au niveau du CPI, donc au niveau de l'inflation, où tous les chiffres sont donnés. Et aussi, plus tard, on parlera des commentaires de la Fed qui, pareil, sont obtenus sur leur site. C'est juste que je les résumé sous une présentation. Donc, le graphique du haut, c'est l'évolution de l'inflation sur un mois. Et on voit que sur mars par rapport à février, on a fait plus 0,1%. Ce qui est très encourageant parce que si on fait plus 0,1% sur 12 mois, eh bien on sera sous les 2% sur une année. On voit qu'en janvier et en février, on avait fait moins bien, mais en tout cas, c'est encourageant de voir que ça s'est encore amélioré pour le mois de mars. En dessous, le graphique que vous avez, c'est l'inflation totale sur 12 mois glissants. Et là, vous avez en bleu la courbe de toute l'inflation qui est en train, comme on le voit, de faire une magnifique descente et on vient de toucher les 5% d'inflation aux États-Unis. Ça s'explique aussi parce qu'on est en train de comparer avec une inflation très élevée l'année dernière. Et comme on a eu beaucoup moins d'inflation ces derniers mois, on le voit d'ailleurs ici, les graphiques qui faisaient du 0,2, 0,4, 0,5, 0,2, 0,1, par rapport à il y a un an où on faisait du 1%, du 0,9%, du 1,2% par mois. Par contre, si on regarde l'inflation moins l'alimentation et l'énergie, là on voit qu'on a eu une petite tendance baissière, mais rien d'incroyable, et on a même repris un petit peu le mois dernier. Et en fait, on regarde le core inflation, donc l'inflation moins l'alimentation et l'énergie, parce que c'est une inflation sur laquelle les banques centrales ont assez peu de contrôle, parce qu'en fait, ce sont des marchés qui sont plus difficiles à contrôler pour les banques centrales, puisque au final, c'est l'offre et la demande sur les marchés internationaux. Alors certes, si on a moins de demandes que d'offres, les prix viendront à baisser, mais c'est quelque chose qui est moins contrôlable que les autres biens courants. Et d'ailleurs, on va en parler après, puisque un des gros facteurs sur cette inflation, c'est justement l'immobilier, et l'immobilier réagit tout le temps sur le long terme par rapport au taux directeur, donc c'est pas quelque chose qui m'inquiète de trop. Alors je vous ai mis une petite photo à droite, certains se sont peut-être demandé ce que c'est, et en fait c'est les taux directeurs, la cible de taux directeur de la Banque centrale américaine qui est en ce moment à 4,75 à 5%, et si vous regardez, ben, ça veut dire qu'on vient entre guillemets d'avoir l'inflation totale qui vient de toucher les taux directeurs. Donc il serait possible que le mois prochain, on ait une inflation plus basse que les taux directeurs, ce qui est excellent puisque historiquement c'est ce qu'il faut faire pour faire baisser drastiquement l'inflation. Donc ça, ce que ça me fait dire surtout, c'est que la Banque centrale américaine, maintenant, elle est en train de se dire, peut-être, on espère en tout cas, l'inflation, on est vraiment en train de la combattre. On a des taux directeurs qui sont plus élevés que l'inflation. Certes, il y a un an, on était très élevé. C'est aussi pour ça qu'on a des chiffres bas. Mais si on regarde d'un mois sur l'autre et qu'on continue à avoir une inflation faible autour de 0,1, 0,2%, ça va être très encourageant pour l'économie et peut-être qu'ils pourront se concentrer sur d'autres choses comme combattre une récession et on en parlera plus tard dans la vidéo. Si on va maintenant dans le détail des chiffres, bon, on va quand même passer rapidement. On voit que globalement, l'alimentation sur mars 2023, l'alimentation à la maison a baissé de 0,3%. Elle a continué à monter de 0,6% lorsque l'on mange à l'extérieur, donc les restaurants, etc. Par contre, si on regarde sur un an, elle est très élevée. Et ça, bah, ils l'ont ressenti aux États-Unis et même nous, on le ressent en Europe. Sur un an, les prix ont énormément augmenté sur l'alimentation. Par contre, sur un mois seulement, aux États-Unis, ils ont l'air vraiment de ne plus augmenter, voire même de ralentir. Ensuite, ce qui est aussi dégringolé, eh bien, c'est l'énergie. Si vous regardez, là, on a fait des moins 4%, 4,6% sur le prix de l'énergie en mars. Et si vous prenez sur un an, on est à moins 17%. Et ça, on le regardait dans la vidéo de dimanche dernier, notamment, eh bien, on a vu que le prix du pétrole avait dégringolé et donc forcément l'énergie est en train de baisser. Il faut savoir que le gros impact qu'on a eu encore dans l'inflation ce mois-ci, et c'est pour ça qu'on était quand même élevé malgré de si fortes baisses sur l'énergie et l'alimentation, en fait, c'est les habitations. On voit qu'on a encore pris 0,6% et il faut bien savoir que notamment les loyers, ça corrige pas aussi vite que ce peut corriger le prix du pétrole par exemple. Par contre, je veux quand même être encourageant, c'est-à-dire que si vous prenez le prix moyen, le prix médian pardon, de vente des maisons aux États-Unis, eh bien on voit que depuis un trimestre, ça y est, ça commence à baisser.
On a tellement remonté les taux directeurs aux États-Unis que le prix des maisons a ralenti d'abord et maintenant il serait même en train de baisser. Ce qui veut donc dire que sur le moyen terme, le marché immobilier risque d'ajuster. Les personnes, quand elles partent d'une habitation pour une autre, eh bien, les loyers vont arrêter d'augmenter, voire même peut-être baisser, puisqu'on a une correction sur le marché. Évidemment, c'est de la spéculation, personne ne peut garantir ce qui va se passer. Cependant, l'immobilier, ce n'est pas ce qui m'inquiète le plus. Je serais carrément plus inquiet si on avait, par exemple, une forte augmentation encore sur l'alimentation ou l'énergie. On passe maintenant à la deuxième partie de la vidéo sur les commentaires de la Banque centrale américaine et je vais vous donner quelques petits points qui me frustrent quand même un petit peu. Pour information, c'est un document en fait qui est publié 2 à 3 semaines après le dernier FOMC meeting et vous pouvez trouver le document ici. On voit qu'il a été publié donc le 12 avril. Et donc ce document est ici et je vous ai retenu un message qui d'ailleurs a fait beaucoup de bruit. Et en fait, ce qu'ils disent, c'est que pendant un certain temps, les prévisions pour l'économie américaine comportaient une croissance modérée du PIB. Donc, cependant, compte tenu de l'évolution des effets économiques potentiels des récents développements du secteur bancaire, donc là, ils sont en train de parler de ce qui s'est passé avec la SVB Bank, avec les banques qui ont fait faillite, ils disent que du coup, leur projection de mars, ils incluent une légère récession possible plus tard cette année, donc fin 2023 par exemple, avec une reprise lors des années d'après. Et là, j'ai envie de dire, ah oui, étonnant, vous n'aviez pas vu venir la récession, c'est pas comme si plein d'indicateurs le montraient, comme je vous l'ai mis en dessous, l'inversion de la courbe des taux entre le 2 ans et le 10 ans, la forte peur des marchés, et aussi optionnellement le fait qu'il y ait eu énormément d'argent imprimé, qu'on ait créé beaucoup d'inflation. Après, chacun se fera sa propre opinion. Je suis pas là pour dire ce qui s'est passé, je suis qu'un mec sur YouTube, je suis qu'un particulier, je n'ai pas la vision complète de l'économie, c'est des gens bien plus intelligents, certainement que moi. Cependant, dire que c'est à cause de deux banques qui ont fait faillite et non pas qu'il y a eu une énorme inflation et qu'ensuite on ait fortement remonté les taux, ce qui historiquement ralentit toujours les économies, c'est le principe même de remonter les taux pour ralentir les économies, pour qu'il y ait moins de demandes puisque les gens ont moins les moyens, les entreprises investissent moins, l'argent coûte plus cher, et donc forcément on ralentit l'économie, on crée une récession. Mais non, mettons tout sur le dos des banques. Voilà, ça c'est dit, chacun se fera son propre avis. Et d'ailleurs, ça fait des mois et des mois qu'on parle sur la chaîne d'une possible récession, que le fait d'augmenter les taux, c'est extrêmement dangereux pour certains types d'entreprises, pour l'économie, pour l'immobilier. Et écoutez, au final, je suis quand même content qu'ils enfin ils le disent et qu'on s'en rende compte et peut-être qu'ils vont pouvoir corriger entre guillemets le tir ou en tout cas arrêter d'augmenter les taux, voire même les rebaisser dans le futur, surtout si on se prend une récession ou tout simplement aussi si on voit que l'économie va mal, les entreprises licencient, etc. Leur objectif, faut pas oublier quand même que c'est avant tout l'inflation, mais c'est aussi de maintenir le plein emploi, ça fait partie des objectifs de la Banque centrale américaine. Bref, j'arrête avec mon petit discours, mais je tenais quand même à le dire, en plus que j'en parlais avec certains d'entre vous sur Instagram, parce que voilà, c'est quand même des choses qui font parler. Je conclurai quand même en disant, ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, vous savez que je suis quelqu'un d'assez prudent, j'essaie d'être humble devant les marchés, peut-être que maintenant qu'ils disent qu'il y aura une récession, en tout cas que c'est possible, peut-être qu'on n'en aura pas, donc je vais pas non plus m'amuser à changer ma stratégie d'investissement à cause de ça, et c'est le point final dont on va parler dans cette vidéo. Donc dans ce dernier slide, j'aimerais discuter de ce que ça change par rapport à ma vision sur la bourse et ma stratégie. Parce qu'il y a certains points dans lesquels ça a de l'impact, mais d'autres non. Et ça, j'en parle aussi parce que j'ai eu des échanges avec des participants du programme qu'on a lancé. D'ailleurs, merci à vous de l'avoir rejoint et d'échanger. En tout cas, c'est passionnant tout ce dont on discute. Et donc on parlait de l'économie en fait et de son importance si on investit sur le long terme. Parce que j'ai un chapitre entier qui est en fait le comportement du marché. Et sachez aussi que c'est tellement important que j'en parle dans la formation qui est offerte. Vous la trouverez en description avec un lien. Je vous ai fait 1 heure de vidéo où je reprends toutes les bases de l'investissement en bourse sur le long terme à mon avis. Et c'est tellement important de comprendre le comportement du marché sur le long terme que j'en parle aussi. Et je vous montre toujours ce petit tableau qui vous montre qu'en fait, sur un jour, on a autant de chances d'être en positif qu'en négatif sur le S&P 500 statistiquement entre 1926 et 2020 dans le cas de cette étude. Mais si on attend 5 ans, 10 ans, on a 88, 95, voire même sur très long terme, pratiquement 100%, pour ne pas dire 100% de chances d'être en positif. Ne jamais dire 100% évidemment, il peut se passer des choses graves, mais la conclusion c'est que plus on investit sur le long terme, 10 ans, 20 ans, et plus on a de chances de ne pas être perdant. Et donc ça, ce que ça m'amène à dire, c'est que si je fais du DCA sur le long terme, sur des indices, et bien comme le disait Benjamin Graham, la chose certainement la plus sensée à faire, c'est tout simplement d'ignorer les infos du marché et d'investir régulièrement quand on peut. Et je vous le dis, ce n'est pas simple à faire. On croit que c'est simple à faire, mais quand le marché baisse, quand il y a des émotions, on peut être tenté par attendre pour acheter plus bas, etc. Et moi, je pense que pour la plupart des gens, avoir une partie du portefeuille en pur DCA sur des indices comme le S&P 500 ou même un ETF monde pour pas se prendre la tête, c'est une bonne chose.
Cependant, et ça c'est ce dont on parlait sur Instagram avec certains d'entre vous, c'est que ça peut impacter certains types d'entreprises. Quand on arrive sur des actions individuelles, eh bien clairement l'économie, ça peut avoir beaucoup d'impact. On pensera à l'augmentation des taux pour les entreprises qui ont besoin de dette pour fonctionner, et aussi ça me fait souvent penser à tout ce qui est diversification géographique et en devises. Si on a un pays qui se porte plus mal qu'un autre à cause d'une récession et qu'on a mis tout notre argent dans ce pays, eh bien ça peut faire très mal. Alors que si on est bien diversifié géographiquement et en devises, on va beaucoup mieux passer les crises. Donc voilà, c'était des points dont je voulais parler avec vous. Clairement, non, l'économie a assez peu d'impact si on investit sur le très long terme sur beaucoup d'entreprises. Cependant, individuellement, ça peut avoir des impacts et c'est aussi pour ça que j'aime le suivre et que ça me passionne. J'espère que la vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à en parler en commentaire. Et comme je vous le disais juste avant, vous trouverez en description un lien vers les cours vidéo que j'avais fait sur les bases pour commencer à investir en bourse. Il y en a pour 1 heure de vidéo. Et vraiment, je reprends les bases sur pourquoi on investit sur le long terme, comment ça permet justement de mieux gérer ses risques émotionnellement et aussi tout simplement pourquoi on a plus de chances de gagner parce que la tendance des marchés est clairement haussière si on regarde un très long horizon de temps. Donc n'hésitez pas à aller le voir, c'est totalement gratuit et j'ai eu beaucoup de retours positifs dessus, donc ça me fait plaisir d'en parler dans presque toutes les vidéos parce que c'est pas le genre de vidéo que je peux mettre sur YouTube. Il y en a pour 1 heure de vidéo, c'est beaucoup plus technique. Avec l'algorithme YouTube, ça ira pas, mais n'hésitez pas à aller le voir. Si vous avez apprécié cet épisode aussi, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et même pourquoi pas passer dire bonjour sur Instagram. Et du coup, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo.